Il y a le cac qu'a plus la niaque, c'est le chaos sur l'île d'Aros. En somme, le métier de riche n'est pas aisé à exercer par les temps qui courent. C'est en pensant à eux, en pensant à cela, que j'ai souhaité inviter quelqu'un qui s'est penché sur leur triste sort, l'économiste Frédéric Lordon. Bonjour Frédéric. Bonjour. Depuis une vingtaine d'années, Frédéric Lordon poursuit son travail d'économiste hétérodoxe, comprenez d'économiste minoritaire. En mars 2010, il a publié un article dans le Monde diplomatique intitulé « Si l'on fermait la bourse », une sorte d'alternative en quelque sorte au bouclier fiscal. Alors, faut-il fermer les bourses? Faut-il empêcher les riches de gagner leur existence? Eh bien, voici un point de vue orthodoxe sur la question. Et croyez-moi, Madame Bettencourt, qui est propriétaire de L'Oréal, je souhaite qu'elle reste propriétaire de L'Oréal et que L'Oréal, 17 milliards de chiffre d'affaires, 64 000 employés, ne partent pas dans un autre pays, parce qu'à ce moment-là, qui le payerait? Qui le payerait? C'est pas les commentateurs, c'est les salariés qui perdraient leur emploi. Et ça, je ne le veux pas. Les commentateurs commentent, les politiques agissent. Alors, Frédéric Lordon, vous avez remis en cause un dogme qui était non seulement celui de l'utilité sociale des actionnaires, mais même plus généralement l'utilité sociale de la bourse. Et je crois que le cas Bettencourt est presque idéal. Alors, à la condition, pour en tirer toutes les leçons, de le départiculariser et de prendre le problème dans toute sa généralité. Que font les riches de leur fortune? Alors, je passe sur les tours et détours de l'évasion fiscale, mais à la fin des fins, tout ça se retrouve propulsé sur les marchés financiers et en particulier à la bourse. Alors je dis en particulier parce que la bourse est devenue une espèce de mot-valise, même un fourre-tout, dans lequel on confond toutes les activités indistinctement de la sphère financière. Alors de quelle bourse parlez-vous? Alors, la bourse, stricto sensu, ce sont les marchés d'actions. Et cela seulement. Et c'est de cela seulement que parle l'article auquel vous avez fait référence. Donc, en fait, vous voulez fermer les marchés actions. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, envoyer l'argent des riches à la bourse? Est-ce que, notamment, ça signifie contribuer au développement de l'économie, comme on vient de l'entendre de la part du non-commentateur dont vous nous avez restitué les propos? Le sens commun, très aidé du sens idéologique, répond spontanément oui. Et il dit oui en ajoutant ceci. La bourse, par définition, est le lieu où les entreprises vont se financer. Elles vont y lever des capitaux propres. Donc, apporter de l'argent à la bourse, c'est le transmettre aux entreprises. Par conséquent, c'est aider à leur financement et à leur développement. Voilà, la bourse, ça sert à financer des entreprises. Et s'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de financement aux entreprises. Donc, les pauvres chôment. Sauf que ce raisonnement est faux presque de bout en bout. Plus exactement, il n'est vrai que dans l'infime minorité des cas où l'argent s'investit en bourse pour souscrire à des nouvelles émissions d'actions qui sont lancées par les entreprises. Nouvelle émission d'actions, ça veut dire en fait la première fois qu'une entreprise s'introduit en bourse, elle vend des actions. Alors cette première fois-là est quand elle y revient pour lancer de nouvelles tranches d'actions pour lever des moyens financiers. Et dans ce cas, en effet, l'argent est apporté en contrepartie de ces nouvelles actions émises. Et oui, cet argent va à l'entreprise émettrice, contribue à son financement, aide à son développement, etc., etc. Et ça, c'est le cas idéal à partir duquel on voudrait construire la totalité du discours de la bourse et de l'utilité sociale et de la bienfaisante présence des riches. Sauf que ce cas est ultra minoritaire, et c'est là le problème. Parce que dans la majorité des cas, dans l'écrasante majorité des cas, l'argent est investi en bourse pour acheter des titres qui sont déjà en circulation, donc qui ont été émis de longue date. Et ces titres sont achetés non pas à des entreprises émettrices, mais à d'autres opérateurs financiers, des fonds de pension, des caisses d'assurance, des investisseurs institutionnels, des banques, d'autres opérateurs financiers qui, eux, sont vendeurs. Et toute cette petite activité se déroule sur ce marché qu'on appelle le marché secondaire. Alors pour qu'on vous comprenne bien, Frédéric Lordon, le marché secondaire, c'est un marché où des individus, des fonds de pension spéculent, comme on dit, c'est-à-dire ne participent pas directement au financement des entreprises, mais en fait s'échangent entre eux des titres qui ont déjà été cédés il y a quelque temps par les entreprises émettrices. C'est exactement ça. Le marché secondaire se définit par opposition au marché primaire, qui est le marché très étroit des nouvelles émissions, et à proprement parler, le marché secondaire peut bien être dit le marché de la spéculation. C'est-à-dire, c'est le marché où circulent des titres anciens, qu'on achète dans le seul espoir de les revendre plus tard avec plus-value, et qu'on achète non pas à des entreprises, mais à d'autres investisseurs financiers. De sorte que, lorsque M. Demestre ou Mme Woerth, gestionnaire de la fortune de Mme Bettencourt, propulse son cash en bourse, il ne contribue nullement au financement des entreprises, sauf si ils souscrivent à de nouvelles actions émises par L'Oréal. Mais ça n'arrive pas tous les 4 matins. Ce qui fait qu'en règle générale, cet argent investi s'insère plutôt dans la circulation spéculative et improductive du marché secondaire.
D'accord. Alors, donc, cela signifie que ceux qui investissent en bourse de cette manière-là ne le font, d'après vous, que pour s'enrichir eux-mêmes, en espérant donc non pas contribuer au développement des entreprises, mais tout simplement en espérant gagner de l'argent en revendant les titres qu'ils ont acquis. Alors néanmoins, ce que l'on peut dire, c'est que ces gens-là constituent l'aiguillon du capitalisme, c'est-à-dire que comme ils possèdent des titres d'une entreprise, eh bien, ils ont la possibilité de l'orienter en lui permettant donc de gagner plus d'argent, d'être plus prospère et donc de favoriser la croissance de la société. Donc ces riches-là, ils sont utiles, Frédéric Lordon. Eh bien, il va falloir déconstruire la totalité du discours boursier, dans le prolongement d'ailleurs de ce que je viens de dire, parce que la répartition des activités entre marché secondaire et marché primaire répond à la célèbre recette du pâté d'alouette. Une alouette de transactions sur le marché primaire pour un cheval de transactions sur le marché secondaire. Et la chose vient de ce que les émissions d'actions par les entreprises se sont considérablement raréfiées. Et pourquoi ? Eh bien, le paradoxe, c'est que les actionnaires eux-mêmes découragent ces émissions. Et ils les découragent parce que si les émissions se multiplient, alors le profit global de l'entreprise va se trouver partagé sur un nombre croissant d'actions, de sorte que mécaniquement, le bénéfice par action va baisser. Or, le bénéfice par action est l'un des déterminants les plus puissants du cours boursier. Si le bénéfice par action baisse, le cours boursier va baisser à son tour, et ça, les actionnaires n'aiment pas du tout. Donc, vous voyez, le paradoxe est double. Il vient de ce que ce sont les actionnaires eux-mêmes qui poussent les entreprises à se financer, non pas en émettant des actions comme on le croit, mais en recourant à l'endettement. Et deuxièmement, de ce que les marchés boursiers qui ont été libéralisés sous couleur d'encourager le financement par action des entreprises ont produit le résultat exactement inverse. De sorte que la bourse se résout en une espèce d'énorme bazar spéculatif, presque autocentré, et devient une sorte d'énorme machine dissipative, où des sommes immenses s'investissent, la part de ces sommes qui va au financement direct des entreprises est minime, et tout le reste, qui est l'écrasante majorité, ne fait que nourrir l'inflation spéculative des actifs boursiers. Donc les prix s'envolent, les bourses caracolent, les investisseurs financiers prospèrent, mais pour ce qui est du développement des entreprises, on repassera. C'est-à-dire, vous voulez dire en fait que depuis le XVIIe siècle en Hollande, où on spéculait sur des bulbes de tulipes, eh bien finalement la rationalité, le fait de trouver une bonne raison à investir en bourse, c'est toujours la même, c'est permettre aux individus de s'enrichir et pas du tout avoir une efficacité sociale dans l'argent qui est placé en bourse, Frédéric Lordon. Absolument. Le propre du jeu spéculatif, c'est qu'il est auto-centré, il est refermé sur lui-même, il n'est pas absolument sans connexion avec le développement de l'économie, mais ces connexions sont absolument ténues et pas du tout à la hauteur de ce que prétend le discours boursier en général. Bon, alors, malgré tout, ces gens qui ont la chance de posséder une partie des entreprises en possédant des actions de ces entreprises, ils ont tout intérêt à ce que ces entreprises fonctionnent bien, donc ils vont les surveiller, donc ils vont faire leur boulot d'actionnaire et par conséquent, ils vont aider notre entreprise et nos sociétés à mieux fonctionner. Alors ça, c'est le deuxième couplet du gospel actionnarial, en effet, qui pourrait se chanter en 3 temps. Alors, premier temps, les dirigeants des grandes entreprises s'endorment sur leur rente de situation. Deuxième temps, il faut du dehors les aiguillonner un peu. Voilà. Il faut les réveiller, il faut leur faire retrouver le sens de la productivité et de la rentabilité. Troisième temps, les actionnaires sont finalement les mieux placés pour tenir ce rôle-là. Et là encore, patatras, tout est faux. Les actionnaires ne sont mus que par une chose, le rendement de leurs capitaux propres. En anglais, ROE, Return on Equity. Et le pouvoir qu'ils ont acquis sur les directions d'entreprise les ont conduits à exiger des rendements qui sont maintenant de plus en plus élevés. Il faut tout de même se souvenir que dans les 30 années du Fordisme, entre 45 et 75, les taux de rendement des capitaux propres... Le Fordisme, c'est le développement des 30 glorieuses, voilà, c'est ça. L'économie de croissance. Exactement. Les taux de rendement des capitaux exigés par les actionnaires étaient de l'ordre de quelques pourcents à peine. Lorsqu'elle est privatisée en 93, la BNP sort un taux de rendement de ses capitaux propres qui est de l'ordre de 2 à 3%. La même en 2006, c'est-à-dire plongée dans le bain actionnarial, sort un ROE de 25%. On voit la dérive. Eh bien, très bien, ça veut dire que les actionnaires ont réussi à faire cracher la bête et à Exactement, permettre... mais ils l'ont fait cracher pour eux seulement. Et en effet, ils exigent maintenant même des entreprises industrielles des taux de 15, 20, 25% comme on le sait. Or, le problème... Donc l'économie est plus rentable grâce à eux, Frédéric Lordon. Elle n'est rentable que pour eux.
Car, précisément, le problème, c'est que tous les investissements ne passent pas une barre qui est aussi haut placée. Et ces investissements qui ne passent pas la barre sont purement et simplement retoqués. On en est donc arrivé à une situation tout à fait extravagante où, par exemple, des sites industriels sont fermés, non plus parce qu'ils sont déficitaires, ce qu'on pourrait à la rigueur comprendre, mais parce qu'ils sont insuffisamment rentables. En 2006, par exemple, Nestlé ferme son site de Saint-Menet parce qu'il ne crache que 9% pour les actionnaires, alors que la norme du groupe est 11%. On voit tout de suite le problème. Or, et c'est là que le système actionnarial se montre d'une cohérence tout à fait perverse, on voit bien que des investissements qui peuvent sauter une barre de 11%, 15%, 20%, ça ne court pas les rues. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc, la contrainte actionnariale censure tous ces projets d'investissement qui seraient rentables, qui contribueraient au développement économique, au maintien de l'emploi, moyennant quoi les entreprises interdites d'investir par leurs actionnaires même se trouvent assises sur des tas d'or dont elles ne savent que faire. Donc on appelle ça le cash oisif. Donc ça veut dire que finalement, elles ne favorisent pas la rentabilité du capital, contrairement à ce qu'elles disent, Frédéric Lordon. C'est presque pire que ça. Ou plus exactement, elles ne favorisent que ça, mais du point de vue des actionnaires. Parce que ce que voyant, les actionnaires se pointent, et très logiquement, mais d'une logique assez perverse, disent aux entreprises, mais puisque vous avez tout cet argent dont vous ne savez que faire utilement, rendez-le nous donc. Et on va le restituer sous la forme de dividendes, de rachats d'actions, etc., etc. Rendez-le à notre petite entreprise Bachung. Il y a plus de travail pour les ouvriers finalement que pour nous, parce que dans notre branche, c'est très particulier. Et vous, quelle profession présentez-vous alors? On est les jeunes directeurs de banque et on ne trouve pas de boulot parce que ils se créent pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas de banque nouvelle qui se forme, qui s'ouvre. Et bien sûr, on a du pognon. Les gens ils disent ils ont du pognon. Et alors, il y a du pognon, et alors? On va pas faire les barricades avec nos bagnoles, non, elles sont toutes neuves. L'été continue à se descendre sur France Inter en compagnie de Frédéric Lordon, l'économiste Frédéric Lordon, lequel propose tout simplement de fermer la bourse parce que, selon vous, Frédéric, la bourse est anti-financière. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe? En effet, c'est bien comme ça qu'il faut l'appeler. C'est le grand paradoxe de la déréglementation des marchés de capitaux en général et des marchés boursiers en particulier. Donc ça veut dire que la bourse ne remplit pas son rôle de financement des entreprises. Moi, je trouve qu'il faudrait soumettre la bourse à ses propres critères, en redéfinissant ces critères de manière un peu généralisée. C'est-à-dire, la bourse a pour critère le rendement. Quel est le rendement de la bourse? Quel est son rendement en tant que forme institutionnelle? C'est-à-dire, quelle est sa contribution véritable au financement de l'économie? Importante, nulle, négative? C'est ça le paradoxe. Or, pour se faire une idée juste de cette contribution de la bourse au financement des entreprises, il faut avoir le tableau au complet. Et dans le tableau, il y a cette énorme part du jeu auto-centré de la circulation spéculative, il y a des petits flux qui tout de même vont des actionnaires aux entreprises, mais surtout, la chose très étonnante, c'est qu'il y a des flux qui vont en sens inverse. C'est-à-dire, expliquez-nous. Des entreprises aux actionnaires. Et depuis 2 décennies, ces flux sont devenus de plus en plus importants. En fait, les actionnaires pompent la richesse des entreprises. C'est exactement ça. Et sous 2 formes. La première, c'est les dividendes que les entreprises doivent payer chaque année à leurs actionnaires. Entre 1982 et 2006, ces dividendes, mesurés en part du produit intérieur brut, sont passés de 3,2 à 8,5%. Ça a été multiplié par plus de 2,5. C'est aussi une mesure de la croissance de l'emprise actionnariale sur les sociétés. Et il y a une deuxième composante qui est d'apparition plus récente, mais qui est particulièrement vicieuse, qui s'appelle les buybacks. Alors, qu'est-ce que c'est les buybacks? C'est ces opérations par lesquelles les entreprises rachètent leurs propres actions. Là, on sent pointer le paradoxe, parce qu'on se dit la bourse, c'est le lieu où les entreprises vont vendre leurs nouvelles actions qu'elles viennent d'émettre. Et les voici qui viennent à la bourse pour racheter les anciennes actions qu'elles ont émises. Alors, on se demande, mais quel est le sens de cette aberration? Mais je l'ai donné tout à l'heure et il suffit de le lire en sens inverse. Si les entreprises rachètent leurs actions, elles diminuent le nombre des actions en circulation, donc elles augmentent mécaniquement le bénéfice par action, donc elles pèsent à la hausse sur le cours boursier. Et ça, les actionnaires aiment. Ils aiment beaucoup. Et ils aiment même tellement qu'ils soumettent les directions d'entreprise à des pressions constantes pour leur faire les unes après les autres des opérations de buyback. Donc, par exemple, c'est la stratégie rustique maintenant, mais efficace, pour complaire aux actionnaires, pour les mettre de son côté, notamment, par exemple, dans les moments difficiles. Alors évidemment, pour vous, ça pose problème, Frédéric Lordon, parce que cet argent qui sert aux entreprises à racheter leurs propres actions ne va pas à l'investissement. C'est exactement ça, et on peut le voir au travers d'un cas qui est particulièrement illustratif. En 2006, lorsque Arcelor
est l'objet d'une OPA hostile de la part de Mittal. Le premier élément de stratégie défensive qui est mis en œuvre par la direction, c'est de lancer un vaste plan de rachat d'actions de l'ordre de 5 milliards d'euros. Il faudrait mettre en francs pour avoir l'idée des ordres de grandeur. Ces 5 milliards d'euros qui sont détournés de l'investissement. Je ne dis même pas du maintien de l'emploi ou de la hausse des salaires, ça serait ringardissime. Mais voilà le genre de manœuvre auquel on assiste. Et ces sommes, à part ce cas, ces sommes sont devenues chroniques et atteignent des proportions qui sont phénoménales. Mais alors, si ce que vous dites est vrai, dans ce cas-là, on devrait voir bientôt des entreprises à bout de souffle, Frédéric Lordon, parce que, faute d'avoir investi, eh bien, elles se retrouveraient dans l'incapacité de continuer à être performantes, d'avoir un outil industriel à la hauteur. Alors, non, car elles ont plein d'autres sources de financement par ailleurs, mais je voudrais insister quand même sur ce point, parce qu'il est vraiment tout à fait important. Aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui sont, comme vous savez, les modèles universellement offerts à notre admiration, où le capitalisme financiarisé connaît ses plus hauts degrés d'accomplissement. Les sommes qui sont extorquées par les actionnaires aux entreprises l'emportent sur les fonds qui sont apportés, de sorte que la contribution nette des marchés d'actions au financement des entreprises est devenue négative. Les actionnaires pompent plus de cash aux entreprises qu'ils ne leur en apportent, de sorte qu'on peut dire que non pas la bourse finance les entreprises, mais que ce sont les entreprises qui financent la bourse. On a donc cette situation extraordinaire où la bourse a été libéralisée pour développer le financement par fonds propres des entreprises, mais où, premièrement, elle est pour l'essentiel cette gigantesque machine dissipative et spéculative, et pour le reste, elle est devenue en effet une machine anti-financière. Alors, donc vous proposez de fermer la bourse, Frédéric Lordon. Par quoi remplace-t-on la bourse si les entreprises ne peuvent plus aller sur le marché actions pour se financer? Mais c'est très simple, il suffit de regarder d'ailleurs quelle est la situation actuelle des entreprises. Comment font-elles concrètement? Et les PME, la plupart des entreprises se passent de financement par la bourse. Les PME, tout simplement parce qu'elles n'y ont pas accès. Or, les PME, vous le savez, c'est la majorité du tissu industriel français. Mais le paradoxe, là où le paradoxe est le plus goûteux, c'est pour les grandes entreprises du CAC 40, celles qui seraient le plus susceptibles de tirer parti des bienfaits de la bourse. Qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Et je veux dire, elles font des choses très très simples. Découragées par leurs actionnaires même de lever des actions, elles se financent par de la dette, soit en levant des obligations sur d'autres marchés de capitaux. Alors, les obligations, c'est une forme d'emprunt un peu particulier pour les entreprises. C'est une forme d'emprunt qui passe par des marchés de capitaux. Soit, pour l'essentiel, par le crédit bancaire. Le bon vieux crédit bancaire à la papa. Voilà le système alternatif du financement. Il est connu de longue date, il marche bien, etc. Mais alors, votre article est intitulé « Et si l'on fermait la bourse ?» En réalité, si j'ai bien lu cet article, Frédéric Lordon, ce que vous suggérez, c'est de changer les périodes durant lesquelles on peut effectuer des opérations boursières, parce qu'aujourd'hui, on le sait, eh bien, il y a des gens qui spéculent sur les actions et qui, du coup, achètent des actions pour quelques heures pour les revendre. Vous souhaitez, par exemple, changer ce système-là? Alors, c'est une question un peu compliquée qui permettrait, dans un premier temps, de revaloriser le rôle du marché secondaire. Marché secondaire, le marché sur lequel on rachète des actions qui ont déjà été vendues. La présence de ce marché secondaire, il faut le dire avec honnêteté, a un sens. Ce sens, c'est celui de cette propriété financière qu'on appelle la liquidité. Qu'est-ce que c'est la liquidité? C'est la possibilité qui est offerte à un investisseur financier de sortir à tout instant de son investissement en vendant tout simplement son titre sur le marché. Et en le vendant dans de bonnes conditions parce qu'il y a un grand volume d'activité qui va absorber tout ça. Donc évidemment, vous ne souhaitez pas que les entreprises ne soient plus vendables, Frédéric Lordon. Ah, ça serait une grande discussion, ça. Il faudrait là, parce que pour le coup, si vous voulez, moi j'ai un arsenal de riposte graduée contre la bourse. Le plus petit degré de la riposte, c'est effectivement celui auquel vous avez fait référence, c'est-à-dire transformer les conditions de la cotation des entreprises en bourse. Le deuxième degré, c'est la fermeture de la bourse. Donc là, c'est déjà un petit peu plus radical. Restons au premier degré pour être sûr de bien vous comprendre. Changer les situations de cotation des entreprises, ça veut dire, par exemple, obliger les gens qui achètent des actions à les conserver, par exemple, une semaine, un mois. Il y a un sens à des structures particulières destinées à servir la liquidité financière, car en effet, c'est un moyen, promettre aux investisseurs financiers la réversibilité, c'est un moyen de faire venir des capitaux en plus grand nombre. La question est de savoir quel degré de réversibilité on leur accorde. Est-il légitime que les actionnaires qui ont déjà tous les droits, qui perçoivent dividendes, plus-values, etc., est-il légitime qu'ils n'aient au surplus aucun devoir en contrepartie? C'est-à-dire, en particulier, qu'ils puissent aller et venir dans les capitaux des entreprises 3 ou 4 fois la journée,
tourner. Alors que l'investissement industriel, lui, s'engage pour des horizons temporels très très longs, prend son risque et fait face à la contrainte d'irréversibilité. Je dis que la liquidité instantanée est une propriété qui est exorbitante et qui n'est pas justifiée. On pourrait accorder la possibilité de la liquidité aux actionnaires, mais en espaçant les droits d'exercice dans le temps, pas à tous les instants, comme c'est le cas actuellement. CAC, vous savez, veut dire cotation assistée en continu. C'est-à-dire continuellement, à tout instant, on peut se barrer quand on est actionnaire. Je pense qu'il ne serait pas illégitime de contraindre les actionnaires à rester un certain temps. C'est-à-dire, on pourrait discuter un mois, un trimestre. C'est pas exorbitant, hein, il me semble, de leur octroyer le droit de sortie tous les mois ou tous les trimestres. Ça leur donnerait un petit peu plus le sens du long terme, quoi. Frédéric Lordon, dernière question. On dit que la bourse peut être une excellente solution pour permettre à tous ces retraités qui, justement, auront de moins en moins de pensions de retraite, eh bien, de placer leur argent pour leur permettre donc d'avoir une rente que l'État ne pourrait plus être en mesure de leur offrir. Alors, la bourse, au moins, ça pourrait servir à ça. Double mensonge. Aucun système de retraite, quel qu'il soit, répartition, capitalisation, quelle qu'en soit la nature, aucun système de retraite n'est immune au choc démographique. Chacun l'accommode à sa façon. Alors, la retraite par répartition, on le sait, on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec ça. Mais un système de capitalisation tout autant, parce que lorsque la bosse démographique des retraités arrive à échéance et que tous ces gens-là réalisent leurs avoirs financiers pour les vendent, pour liquider leurs pensions et toucher leur retraite bien méritée, les marchés financiers deviennent vendeurs nets. Parce qu'il y a des sommes colossales. Il y a trop de personnes qui vendent. Il y a trop de personnes qui vendent. Il y a personne qui achète. Alors ça exerce des pressions considérables sur les prix des actifs et en moyenne période, ça peut conduire à des marchés boursiers qui sont dépressionnaires avec des cours qui baissent et donc les avoirs des retraités futurs qui viennent derrière qui se cassent la figure. Je rappelle également pour mémoire que de longues séquences historiques de marchés financiers, de marchés boursiers baissiers, ça existe. Le Japon a vécu 2 décennies avec une bourse continuellement orientée à la baisse qui a perdu les 3/4 de sa valeur. Malheur aux retraités japonais qui ont dû exercer leurs droits pendant cette période. Et au sortir de la crise financière, les fonds de pension ont perdu leur liquette. Et les salariés américains sont contraints eux aussi d'aller travailler plus longtemps parce que le système de la capitalisation n'est pas plus efficace que le système de la répartition. Il l'est même moins sous bien des rapports. L'été en pente douce sur France Inter. Après le Capital, le travail. Je suis toujours en compagnie de l'économiste Frédéric Lordon et nous ont rejoint l'écrivain et cinéaste Gérard Mordia. Bonjour. Bonjour. Et William Marx, professeur de littérature. Gérard Mordia, vous avez travaillé avec Frédéric Lordon puisque celui-ci a préfacé réalisé, d'une certaine manière. Voilà, j'allais dire à préfacer, mais préfacer l'un de vos documentaires, La Voix de son maître. La Voix de son maître, un documentaire de 1978 où vous interrogiez des patrons à l'époque. C'est un film sur le discours patronal, tout à fait dans la perspective de ce que Foucault avait écrit dans l'ordre du discours, comme quoi, je résume et je simplifie, le discours était par excellence le lieu où se mesuraient les enjeux de pouvoir. Donc nous avions avec Nicolas Philibert interrogé 15 des plus grands patrons français, ceux qui pensaient quelque chose. Et c'était tout à fait passionnant en 2008 ou en 2009, donc 30 ans plus tard, de relire ce film, de le revoir et de voir ce qui avait été tenu et ce qui ne l'était pas. Or, sans nous en rendre compte au moment où nous avons tourné, on était exactement à la coupure que décrivait Frédéric Lordon, c'est-à-dire le moment où le capitalisme est passé d'ambition industrielle, ça c'est le moment où nous avons tourné, au capitalisme financier, ça c'est le moment où le film est sorti. Il y a un point sémantique qui pour nous était vraiment éclairant. Pendant tout le tournage du film, sa préparation, etc., toutes les entreprises avaient un chef du personnel. Quand le film est sorti, il était devenu directeur des ressources humaines. On était passé du personnel à la ressource. Et c'était évidemment le sens complet de ce que l'on a vu arriver dans les 30 années suivantes. Les patrons que vous montrez dans ce film, Gérard Mordia, sont des patrons extrêmement austères, pas du tout versés dans la communication, qui sont encore des patrons façon maître des forges.
Non pas façon maître des forges, mais des hommes qui ne sont pas encore dressés à parler en langue de bois et donc qui sont capables de se livrer à cet exercice très compliqué qui est de réfléchir à voix haute. Car Nicolas et moi, nous nous taisions face à eux, nous ne voulions pas être ni des contradicteurs ni des interlocuteurs, mais bien mettre en scène et bien entendre ce discours qui était un discours absolument inaudible à ce moment-là. Frédéric Lordon, qu'est-ce que vous êtes dit quand vous avez visionné la première fois la voix de son maître? Exactement ce que Gérard vient de restituer à l'instant, c'est-à-dire c'était un moment charnière qui était saisi et on pouvait l'analyser au travers de toutes ces hésitations discursives, ces tâtonnements de vocabulaire, notamment dans la première scène où on demande aux patrons de se nommer eux-mêmes. Alors, maître, non, c'est pas possible. Patron, pourquoi pas. Et puis alors, il y a déjà l'aile moderniste qui est en train d'arriver, les gagneurs, etc., les aventuriers. Donc tout ça est très drôle. Et finalement, patron, c'est ce qui leur plaît encore parce qu'il y a toute l'inertie de la période passée qui est à l'œuvre. Alors nommer, c'est un peu votre travail, William Marx, puisque vous êtes professeur de littérature, et aujourd'hui, eh bien, vous voulez nous parler de la littérature et de la bourse. C'est pas une alliance un peu étrange? Mais bien au contraire, mon cher Guillaume. Voilà quelques siècles que la littérature est hantée par l'argent et par la finance. Plus ils prennent d'importance dans la société, plus ils apparaissent comme de véritables sujets littéraires. Pensez par exemple au formidable personnage de Turcaret, mis en scène par Le Sage au tout début du XVIIIe siècle. Un financier véreux, crapuleux, agioteur, immoral, qui se fait finalement plumer par une séductrice encore plus maligne que lui. Bien sûr, toute ressemblance avec des personnages actuels ne serait que pure coïncidence. Ça va de soi. Oui. Au XIXe siècle, la finance et la bourse sont présentes dans tout le roman réaliste. Cela commence avec Balzac, qui peint toutes les magouilles de la monarchie de Juillet. Et le siècle se termine en apothéose avec L'argent de Zola, un roman qui décrit dans ses moindres détails la création d'une bulle financière, puis son explosion retentissante. Ici encore, toute ressemblance avec des situations ou des personnages actuels serait évidemment totalement fortuite. Oui, bien sûr. Alors, bizarrement, au XXe et XXIe siècle, alors que la spéculation financière règne sur le monde, on vient de le voir, la bourse et la finance en général sont moins présentes dans le roman. En France, en tout cas, car on pourrait trouver peut-être quelques exemples aux États-Unis. Ça a sans doute à voir avec une certaine déconnexion actuelle de la littérature et du réel. Et puis, on nous l'a suffisamment répété, les Français ne s'intéressent pas assez à l'économie. La littérature française reflète aussi ce manque général d'intérêt. En revanche, le modèle boursier a pénétré tout le discours sur la littérature. Tiens donc. Et oui, là-dessus, il faut lire Paul Valéry. Il explique que la notion de valeur, je cite, joue dans l'univers de l'esprit un rôle de premier ordre, comparable à celui qu'elle joue dans le monde économique. L'œuvre littéraire émane d'un producteur qui la destine à un consommateur. Elle a une cote dont on peut suivre les fluctuations comme à la bourse. Il y aurait donc une bourse des valeurs littéraires. Et oui, exactement, comme il y a une bourse des productions agricoles. Tel écrivain contemporain a une grosse cote aujourd'hui. Je ne citerai pas de nom, rassurez-vous. Mais on sent bien que la bulle se dégonflera dans un avenir proche. L'histoire littéraire est remplie de ces fluctuations. Baudelaire est aujourd'hui au pinacle de la poésie française, mais il ne valait pas grand-chose au XIXe siècle. Qui se souvient encore du premier prix Nobel de littérature, l'immortel Sully Prudhomme, il y a seulement un siècle? Et avez-vous remarqué que les membres de l'Académie française sont au nombre de 40, comme les valeurs du fameux CAC? Il y a des valeurs dont on peut être sûr qu'elles ne bougeront jamais plus. Sophocle, Montaigne, Shakespeare, Proust et quelques autres. Ce sont les étalons or de la littérature. Il y a d'odieuses spéculations à la baisse, contre la princesse de Clèves, par exemple. Oui. Il y a des bulles irrationnelles, l'autofiction. Et il y a des cracks monstrueux. Personne ne peut plus citer un seul poète français du XVIIIe siècle. Bien sûr, quand ça s'effondre, ça fait moins mal que les subprimes. Mais en apparence seulement, car ce sont des pans entiers de culture qui disparaissent. Moralité, mon cher Guillaume, méfiez-vous des critiques. Ils ne valent pas mieux que les agences de notation. Ah, William, vous êtes notre gendarme de la bourse. Et vous, Gérard Mordia, alors on ne sait pas où vous en êtes dans la bourse des valeurs littéraires qu'évoque William, mais en tout cas, on sait que dans la bourse de la littérature engagée, eh bien, vous restez au plus haut puisque vous vous présentez toujours et encore comme un écrivain engagé. Engagé en tout cas dans la littérature, c'est-à-dire je crois que justement je m'intéresse au monde du travail et pour reprendre la formule de Lacan, je m'intéresse au réel, c'est-à-dire à ce qui ne va pas.
Tout simplement, je crois que c'est une nécessité et presque un devoir pour les écrivains de parler de ce que nous avons en face des yeux et non pas simplement de se regarder dans la glace en se trouvant toutes les beautés ou toutes les turpitudes que l'on peut y rencontrer. Oui, vous avez d'ailleurs des mots qui montrent fort bien quelle est votre inspiration par rapport à cette réalité. Vous évoquez par exemple l'économie et ses dégâts en disant qu'il s'agit d'une guerre qui ne dit pas son nom. Bien entendu, c'est une guerre, c'est évidemment une guerre, puisque chaque jour, il suffit d'écouter France Inter pour entendre le nombre de licenciements, de suppressions d'emplois, etc. Je veux dire, ce sont des morts, parce que la suppression d'un emploi, on ne voit que la suppression, que la perte d'un revenu financier. Bien entendu, elle est fondamentale, mais elle n'est pas la seule. La perte d'un emploi, c'est aussi la perte d'un savoir, c'est la perte d'une histoire, c'est la perte de relations sociales, et puis surtout, plus grave que ça, c'est surtout que le message qui est adressé à ce moment-là à la personne, c'est « vous n'avez jamais servi à rien » et d'ailleurs, on vous le fait savoir puisque vous n'y servirez plus jamais à quelque chose. Donc c'est terrible et il faut se souvenir que, par exemple, à Métal Europe, le nombre de suicides a été 3 ans après la fermeture du site, quand on a fini d'abuser les gens par des stages qui mènent nulle part et des reconversions qui ne servent à rien. Donc c'est très important. Et cette guerre-là, oui, c'est réellement une guerre qui est menée par ce que décrivait Frédéric Lordon, au nom de la finance, en mépris absolu des individus. Et alors, vous dites que par rapport à ces victimes de la guerre économique, Gérard Mordia, on a généralement à offrir qu'un regard compassionnel. Oui, parce qu'on veut éventuellement quelque chose qui me choque beaucoup, c'est que dans la société contemporaine, la notion d'égalité a été chassée par celle de charité. On veut bien faire la charité. On revient au XIXe siècle où il y avait la donne, où donc les personnes riches faisaient aligner devant chez eux tous les pauvres pour bien faire voir qu'ils leur donnaient de la soupe, parce que c'était valorisant pour eux. Or, moi, je pense que la notion d'égalité est fondamentale. Et dans la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, qui est de Robespierre, ne l'oublions jamais, cette idée d'égalité est centrale. Pourquoi ? Parce que Robespierre et les autres révolutionnaires de 89 avaient bien compris qu'il y avait une contradiction entre liberté et fraternité, et qu'il fallait une action puissante des pouvoirs publics pour maintenir un équilibre entre la répartition de l'ensemble des richesses, que ce soit des richesses industrielles, mais aussi des richesses intellectuelles, artistiques, spirituelles, etc. Donc je crois que c'est ça qui est terrible, et qu'il faut cesser avec cette charité, qui est aussi une charité d'image. On fait de temps en temps un film où on fait le don de quelques images sur les pauvres, comme vous le disiez au début de l'émission, ou on écrit un livre pour pleurer sur le malheur de tel ou tel. Mais moi, je ne crois pas du tout à ça. Et dans les romans que j'ai écrits, j'ai toujours écrit, au contraire, des personnages qui étaient des personnages qui refusaient d'accepter la condition qui leur était faite. Alors, qui le refuse même de manière violente. Par exemple, dans Notre part des ténèbres, l'un de vos derniers romans qui vient de paraître en poche, Gérard Mordia, un roman avec comme sous-titre « Le roman de l'insurrection qui vient ». C'est une manière extrêmement violente, effectivement, de représenter la guerre économique et les réactions qu'elle peut engendrer. La violence n'est rien à côté de la violence qui est exercée aujourd'hui contre le monde du travail. Ce n'est rien du tout, cette violence-là. Je veux dire, on pousse des cris comme si c'était quelque chose d'incroyable. Quand on retient un cadre ou un chef d'entreprise, la presse entière s'alarme et allons-y, ce sont des otages, etc. Mais non, il y a eu un article très bien dans les journaux anglais qui montrait d'ailleurs que lorsqu'on avait ce type de pratique, les résultats étaient généralement bénéfiques pour les ouvriers. Le titre était merveilleux, un peu de retenue ne nuit pas. Ce qui est parfait, c'était un cours, je dirais, de bonne manière. Mais c'est vrai que face à la violence qui est exercée lorsqu'on supprime 5000 emplois, la violence de ceux qui se défendent n'est rien. Et d'ailleurs, je m'étonne plutôt qu'elle soit si peu. Et je crois que je me dis, mais jusqu'à quand acceptera-t-on d'être traité comme les gens aujourd'hui sont traités ? Dans la préface que vous donnez à un ouvrage de Karl Marx, une série de textes republiés par les éditions Démopolis, sous le titre « Qu'est-ce que le capitalisme ?», vous écrivez, Gérard Mordia, « La France n'a pas besoin de réformes, elle a besoin d'une révolution ». Je le crois profondément. Je crois que face à l'illusion qui est de croire que le monde tel qu'il est ne peut pas changer, je crois qu'effectivement, on peut transformer ce monde. Mais comment voulez-vous le transformer ? Eh bien, simplement
d'une part, ça sera une longue discussion parce qu'il y a des moyens démocratiques, il y a des moyens moins démocratiques. Mais simplement, il faudrait... Mais rassurez-nous, vous souhaitez quand même utiliser des moyens démocratiques, Gérard Mordia. Oui, je suis pour des moyens démocratiques, mais je suis aussi pour la remise. Par exemple, ça serait très bien, j'ai lu ça d'Eugène Varlin dans La Commune, qui suggérait que justement tous ceux de son époque qui étaient les riches de son époque soient remis au travail pour se rendre compte une fois dans leur vie de ce que ça signifiait de faire des journées de travail de 12 ou 14 heures. Bon, enfin, il y a eu des mauvaises expériences aussi où on essayait de remettre les riches et les intellectuels au travail. Bien entendu. Mais enfin, quand on remet les riches au travail, c'est jamais une mauvaise expérience. Non, je ne crois pas. Non, je crois que c'est au contraire quelque chose de très sain. Parce que, non, mais sans plaisanter, ce que l'on voit aussi, c'est quand même une coupure extraordinaire entre la perception qui ont aujourd'hui, disons, l'ensemble du personnel politique et la réalité de ce que vivent les individus qui sont majoritairement des salariés. Et donc cet écart est... Bon, tout le monde a dénoncé l'écart absolument phénoménal entre les plus bas salaires et les plus hauts, mais cet écart qui ne fait que s'accroître, évidemment, est insupportable. Et je crois que on arrivera à un soulèvement populaire d'une façon ou d'une autre. Et ça peut être effectivement d'une façon terrible ou d'une façon aussi porteuse d'espoir qu'elle l'a été la Révolution française. Parce qu'aujourd'hui, on dénigre la Révolution française. Je regrette, il suffit de relire les discours de Robespierre pour voir ce qu'était l'intelligence et ce qu'était la perspective. Mais pour autant, est-ce que vous pensez que les ouvriers ou ceux qu'on appelle les dominés d'aujourd'hui vivent plus mal, Gérard Mordia, que, par exemple, les dominés du temps de Marx ou du début du siècle? C'est très difficile de faire ce type de comparaison. Vivent-ils mieux ou plus mal? J'en sais rien. Je veux dire, ils vivent aussi une condition extrêmement difficile. Quand on habite à Grigny, qu'on est caissière à Fontenay-sous-Bois et qu'on a 2 enfants et 850 € par mois, je pense que la condition est extrêmement difficile. Donc c'est vrai qu'on peut penser que c'est mieux parce que les gens ont la télévision et parce qu'ils ont de l'électricité. Mais est-ce vraiment mieux? J'en suis pas absolument convaincu. Donc ce que je crois, c'est qu'il y a là, de ce côté-là, un énorme travail à faire de prise de conscience générale que le monde n'est pas fini et fixe tel qu'il est, qu'on peut le transformer. À la rentrée sort un ouvrage de photos avec des textes de vous, Gérard Mordia, des photographies de Joël Péroux montrant des prêtres ouvriers. Alors finalement, vous réunissez toute une série de travaux que vous avez déjà faits sur le christianisme avec votre intérêt pour le monde ouvrier. Ce qui m'a beaucoup plu dans les photos de Joël Péroux, c'est des photos de prêtres ouvriers. Mais si vous ne savez pas que ce sont des prêtres ouvriers, vous voyez des photos d'ouvriers. Or, s'il y a bien une image qui a disparu de l'univers visuel, ce sont bien les ouvriers. Qu'est-ce qu'on voit quand on voit des ouvriers? On voit des manifestations, des occupations. Et voilà, c'est ça qu'on voit des ouvriers. Or, dans les photos de Joël Péroux, on voit des ouvriers qui font quelque chose d'absolument incroyable. Eh bien voilà. Donc vous savez ce qu'ils font? Non. Ils travaillent. Et pourtant, vous dites que le travail n'a pas de valeur morale. Ce n'est pas une valeur morale. Mais non, c'est pas une valeur morale, c'est une activité. Il n'y a pas de morale dans le travail. Eh bien, donc la résultante du travail de Gérard Mordia, c'est par exemple Notre part des ténèbres. Et la résultante du travail de Frédéric Lordon, c'est La crise de trop aux éditions Fayard. L'été en pente douce continuera à décliner demain autour de la voile. Et puis, aujourd'hui, parmi les digresseurs associés, il y avait Lénora Krief, Raphaël Mantoux, Élodie Piel. Il est 10h sur France Inter.